prochaines semaines. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Joël Giraud qui a 2 questions. Donc, vous les... Voilà. J'enchaîne. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, le groupe UDI a pris l'habitude de proposer des débats et des séances de questions sur l'énergie et le nucléaire. Et je les en remercie car le sujet est stratégique et les dernières actualités peuvent inquiéter. Pour réussir le Grenelle de l'environnement, nous n'oublions pas qu'il avait été décidé de ne pas évoquer le sujet du renouvellement du parc nucléaire. Ce sera le sujet de ma première question, sans parti pris et sans aucune prétention d'expert scientifique. Le sujet semble d'une infinie complexité et l'une des principales difficultés reste l'évaluation des coûts. Le fameux grand carénage, dont le coût était initialement chiffré à 55 milliards d'euros par EDF, a été réévalué par la Cour des comptes à 100 milliards. Dans cette enveloppe de 100 milliards, certains travaux supplémentaires exigés par l'autorité de sûreté nucléaire ne seraient pas inclus. Pour autant, certains de nos plus grands spécialistes en France prétendent que la Cour surestime le coût de ce grand carénage en le chiffrant aux alentours de 60 milliards d'euros. Dans ce débat parfois un peu trop passionnel où chacun avance des chiffres très différents, il me semble que nous avons d'abord besoin de raison, d'une boussole scientifique afin de pouvoir faire des choix politiques les plus rationnels possibles. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que toutes les évaluations financières préalables sur les installations nucléaires se sont révélées fausses et largement sous-estimées au final. L'exemple de Cigéo est parlant. Sans entrer dans le débat du stockage, force est de constater que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir donner une évaluation crédible. Et je ne parlerai pas de l'EPR, d'Hinkley Point ou du provisionnement pour les futurs nécessaires démantèlements. Monsieur le ministre, il me semble donc que nous manquons d'un outil qui permette une évaluation fine et fiable des coûts. Est-ce le nombre trop important d'inconnus dans l'équation qui ne permet pas d'évaluer correctement le chiffrage des coûts du nucléaire? Ça n'est pas impossible. Mais il y a peut-être aussi d'autres raisons politiques et financières qui entravent une estimation et un chiffrage plus sincère. Ma question sera simple. Afin d'effectuer des choix en connaissance de cause et tempérer les débats idéologiques, que pourrait faire le gouvernement pour limiter les marges d'erreur dans les évaluations financières sur le sujet du nucléaire? Ma deuxième question traitera du mix énergétique dont la diversification est engagée dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le développement des énergies renouvelables conjugué aux efforts pour la maîtrise de la dépense en énergie sont censés engager la France vers des objectifs ambitieux que nous avons fixés dans la loi. Un mix électrique comprenant 50% de nucléaire à l'horizon 2025 et 40% d'énergie renouvelable en 2030. 2025-2030, cela peut paraître à la fois demain pour une industrie qui se pilote comme un paquebot, où les virages sont nécessairement très lents, et aussi un horizon de long terme qui ne nous engage pas réellement. Pour surmonter cette contradiction, le groupe 2 RDP, et notamment votre serviteur, avait proposé et défendu des amendements visant à inscrire dans la loi des paliers intermédiaires, afin de donner plus de crédibilité à ces objectifs de moyen et long terme. En effet, une fois ces objectifs fixés dans la loi, la question essentielle devient quelle pente devrait suivre la courbe pour les atteindre. Nous n'avons pas réussi à convaincre une majorité de députés pour voter ces amendements. Pourtant, nous restons convaincus que nous devons avoir un discours clair et crédible pour nos concitoyens. Nous sommes quasiment unanimes pour dire qu'il faut faire de la transition énergétique une priorité, mais nous devons aussi nous garder d'une opposition vaine entre les différentes énergies. Selon le bilan de RTE, le parc nucléaire a produit 77% de la production d'énergie totale en 2015. À ce stade, les objectifs fixés dans la loi semblent des sommets lointains et vu notre allure, il paraît peu probable que nous les atteignions en temps et en heure. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des précisions sur les objectifs intermédiaires pour parvenir au mix énergétique équilibré voté pour 2025 et 2030 et nous indiquer dans quelle mesure les économies d'énergie vont nous donner les moyens d'accélérer le pas sur ce chemin dont vous permettrez au président du Conseil national de la montagne de le trouver aujourd'hui bien étroit avec une pente un peu raide. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Joël Giraud. D'abord sur votre première question, elle évoque plusieurs sujets distincts. D'abord sur la question du grand carénage et de son coût qui est chiffré entre 50 et 100 milliards d'euros selon diverses études. Je crois qu'on peut se dire entre nous que l'incertitude résulte assez logiquement du fait que l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas encore rendu son avis générique sur la prolongation du parc nucléaire et les travaux qu'elle imposera de fait. Cet avis sera rendu, je l'ai dit tout à l'heure, en 2018. D'ici là, c'est vrai, vous l'avez dit, chacun fait ses calculs. Enfin, je mentionne quand même que la Cour des comptes a publié 2 rapports là-dessus et le parlementaire que vous êtes attentif à ces questions-là sait qu'il y a eu également plusieurs rapports parlementaires sur ce sujet. Sur le coût du démantèlement et de la gestion des déchets, des évaluations
régulières sont menées, et je rappelle qu'EDF doit provisionner et constituer des actifs dédiés chaque année pour que nous soyons sûrs que l'argent soit là lorsqu'il faudra financer le démantèlement. C'est un processus qui est transparent et le coût du stockage géologique de Cigéo que vous avez mentionné tout à l'heure a par exemple été réévalué l'année dernière par ma collègue Ségolène Royal après plusieurs années d'expertise, de concertation entre l'ANDRA, l'ASN et les producteurs de déchets. Il y a de l'incertitude car il s'agit de travaux qui commenceront dans de nombreuses années et il peut y avoir ici, sur ce sujet-là, bien sûr, des évolutions techniques qu'il faudra prendre en compte. Vous évoquez enfin les dérives des coûts des grands projets comme le PR de Flamanville ou de Olkiluoto en Finlande. Je crois qu'on peut admettre ensemble que des projets de cette ampleur-là, qui sont un peu des premières, peuvent malheureusement donner lieu à des surcoûts que personne ne nie. Il résulte à la fois de cet effet premier de série et puis aussi sans doute d'une mauvaise gestion des chantiers. C'est des éléments que nous avons intégrés. Il faut là encore souligner que depuis 2 ans, un travail quand même important a été mené à la fois pour améliorer l'organisation d'EDF et d'Areva, revoir bien évidemment les programmations de ces chantiers. Et je le redis, à ce jour, les programmations sont tenues. Et donc, la priorité pour nous, c'est bien évidemment maintenant d'achever les chantiers à la fois dans des délais tels qu'ils ont été fixés et bien sûr dans des contraintes budgétaires mieux maîtrisées. Votre deuxième question revient sur le mix énergétique avec une position du gouvernement qui est la même que la vôtre, monsieur le député, c'est-à-dire surtout le souhait de ne pas opposer la production que nous avons de nucléaire et les énergies renouvelables, tout simplement parce que l'histoire de la France fait que nous avons de manière importante une production d'électricité à partir d'origine nucléaire et que cette évolution que nous avons intégrée pour aller, vous le savez, vers une production qui serait réduite à 50% pour ce qui concerne la part du nucléaire est une orientation que nous souhaitons maintenir. Nous avons besoin des deux. D'abord parce que nous sommes à la fois sur des enjeux qui sont à la fois de respect, bien évidemment, des risques de l'environnement, mais aussi sur des considérations financières qui font que nous avons besoin à la fois du prix qui est celui aujourd'hui de l'électricité produite à partir du nucléaire et puis de celui produit à partir des ENR, sachant que là aussi des progrès significatifs sont aujourd'hui accomplis. Nous avons vu avec l'accident de Fukushima et une autre chaîne avec les problèmes de qualité sur certaines pièces forgées, il n'est pas bon de dépendre à 80% d'une seule source d'énergie. Donc c'est pour cela que nous engageons ce processus. Et je veux vous redire ici, monsieur le député, que non seulement nous considérons que nous devons continuer dans cet objectif-là, mais que nous nous donnons les moyens, bien évidemment, de pouvoir y participer avec la volonté. Je pense que c'est d'abord cette volonté qui doit être réaffirmée. Cela a été fait. Et je voudrais souligner combien il est important de tenir compte de la PPE, qui est quand même l'élément de référence par rapport à cette ambition.